Bonjour, je m'appelle Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube sur laquelle on parle de pacification alimentaire, la méthode qui vous permet de faire la paix avec le corps et la nourriture. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Myriam Lava. Sur sa chaîne du même nom, elle parle d'amour de soi, d'acceptation du corps et de réconciliation alimentaire. Je trouve son contenu hyper inspirant et j'ai eu envie d'aller plus loin en lui posant tout un tas de questions. Dans cet épisode, on va notamment parler de son chemin de guérison pour sortir des troubles alimentaires et de ce qui a changé dans sa vie, ce qui s'est passé juste après avoir fait la paix avec son corps, pourquoi on se lève le matin, à quoi sert la souffrance, comment savoir si on prend une bonne décision. Et pour finir, Myriam va nous parler des quelques leçons qu'elle aurait aimé entendre il y a quelques années en arrière. Si vous souhaitez ne louper aucun des prochains épisodes, abonnez-vous et activez clochette, la petite cloche. Sur ce, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonjour Myriam, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait grave plaisir de t'accueillir sur ma chaîne aujourd'hui. Comment tu vas? Bonjour Haïdar, bonjour à tous. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis hyper contente, je suis hyper heureuse d'être ici. Donc je vais très bien. Et toi? Je vais bien aussi et ça faisait un moment que je n'avais plus fait d'interview sur ma chaîne. La dernière fois, il y avait Amina que tu connais et donc je suis très content que tu sois la nouvelle invitée. Je te souhaite la bienvenue. J'ai préparé quelques petites questions à l'avance. On va voir si on les suit ou pas. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse discuter chill et les gens qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur nos parcours et sur l'approche que tu as par rapport à la nourriture, le corps, l'amour de soi. On va en discuter aujourd'hui pendant cette interview. Mais avant ça, j'aurais envie de te demander pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu passes autant de temps et tu investis autant d'énergie, notamment dans ta chaîne YouTube, mais de manière plus globale dans ce que tu fais de tes journées? Yes, alors pourquoi je passe autant de temps dans ce que je fais et pourquoi je fais tout ça? Tout simplement parce que je me sens sur ma voie en fait. Je me sens sur ma voie quand je fais ça, je me sens épanouie quand je fais ça. J'aime aider les femmes à s'épanouir, à s'aimer, à s'accepter. Alors je parle notamment aux femmes, mais bien sûr à tous les genres, hein. Il n'y a pas de discrimination. L'idée c'est vraiment que j'ai tellement galéré avec mon propre corps, avec ma propre alimentation, avec ma propre acceptation de moi, que quand j'ai réussi enfin à m'accepter, que je suis allée sur ce chemin-là, je me suis dit mais il faut absolument que je le partage en fait. Et j'avais cette volonté de, tu vois, que ça me dépasse moi et que ça aille vraiment toucher d'autres personnes. Donc voilà, tout simplement. C'est dingue, ça me parle aussi beaucoup parce qu'en fait, quand tu as beaucoup souffert et que tu découvres qu'il y a un monde après cette souffrance, tu dis mais il faut juste que les gens le sachent. C'est exactement ça. Moi, je me suis dit mais c'est impossible que je laisse les autres souffrir de la même manière que moi j'ai souffert. C'est impossible que je laisse les gens dans cette souffrance, dans cette douleur, dans cette non-acceptation, dans cette pression des dictates. Et vraiment, j'ai eu cette volonté de partager mon aventure, partager mon évolution et pouvoir partager mes propres lunettes de l'amour de moi pour que les gens trouvent les leurs, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on partage, toi et moi, sur nos deux chaînes, en fait. À fond. Et du coup, moi, ça me permet, je ne sais pas si c'est aussi ton cas, mais actuellement, quand je vis une souffrance et un truc qui, dans ma vie, crée du conflit, de la tension, des questionnements, bah, j'ai toujours ce réflexe de me dire, OK, si je vis cette souffrance actuellement, je sais que ça veut dire que dans le futur, elle va me servir, mais peut-être qu'elle ne me servira pas qu'à moi et que je pourrais en faire quelque chose. Et je me rends compte finalement que la souffrance, on l'accepte beaucoup mieux à partir du moment où elle a du sens. Mais carrément. Tu vois, j'avais jamais mis les mots dessus, mais c'est totalement ça. Quand je vis quelque chose aujourd'hui, mais dans n'importe quel domaine, que ce soit dans mon parcours d'entrepreneur, que ce soit dans mon parcours avec l'alimentation, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans toutes les choses, je me dis, ah, si je galère, il n'y a forcément pas que moi, en fait. Et donc, forcément, ça servira plus tard pour que je puisse partager mon expérience, partager le parcours et que ça serve à d'autres personnes, quoi. Totalement. Et je crois que c'est dans le livre de, je ne sais plus comment il s'appelle ce bouquin, euh, I Don't Give a Fuck, je sais pas quoi, c'est un livre qui a fait avec une couverture rouge, je me souviens plus du titre, mais qui a Oui, pas fait. je vois de quoi tu parles. Tu Je ne l'ai vois de pas quoi lu, je parle. mais je vois Ok. exactement, je vois Ouais, exactement de quoi tu parles. j'ai plus le titre, je pourrais jamais le mettre. Et dans ce livre, il dit en fait, j'en arrive un peu à contre-courant du développement personnel classique en disant plutôt que de vous poser tout le temps la question de qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux et qu'est-ce qui vous fait plaisir, pensez à
qu'est-ce qui vaut la peine de votre souffrance? Et plutôt que de choisir vos plaisirs et vos bonheurs, choisissez vos souffrances, genre, euh, est-ce que je suis d'accord de souffrir à cause du poids que la balance a affiché? Est-ce que ça vaut la peine de souffrir pour ce chiffre? Ou est-ce que je préfère souffrir parce que j'ai envie de m'améliorer en tant qu'être humain et d'améliorer mes relations et de pouvoir me remettre en question et de pouvoir changer de croyance? Dans un cas, peut-être les souffrances valent la peine d'être vécues et dans l'autre, peut-être un petit peu moins. Et c'est un peu la recommandation qui donne. Mais totalement, c'est ce que je vis aussi avec mon énergie, c'est ce que je conseille souvent, genre de juste savoir où est-ce qu'on met notre énergie et être conscient de où est-ce qu'on met notre énergie. Et ça vaut pour tout dans la vie, parce que notre énergie est précieuse. Et donc, comme tu dis, en fait, est-ce que cette souffrance nécessite notre énergie ou non? Est-ce que vraiment on a envie d'y mettre de l'énergie? Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses dans ma vie que je subissais et où c'était pas moi qui étais maître du truc. Et qu'en fait, quand tu reprends le pouvoir, bah, tu te rends compte que tu mets ton énergie sur plein de choses que tu n'as pas du tout demandé, en fait. Et que quand tu recadres un petit peu, bah, tu te respectes beaucoup plus, quoi. C'est totalement ça. Génial. Ben, je sens qu'on pourrait en discuter pendant des heures. Et je me suis déjà tellement éloigné des questions que j'avais préparées, mais ça ne m'étonne pas du tout. Pour en C'était revenir un petit peu évident. à la thématique de l'alimentation, celle que j'aborde beaucoup en ce moment sur ma chaîne YouTube par rapport à la pacification alimentaire et que toi, tu abordes aussi dans tes vidéos, quels mots tu utiliserais aujourd'hui pour définir ton alimentation, ta manière de manger? Est-ce qu'il y a un mot qui correspond ou qui s'approche de la définition que tu pourrais donner à ta manière de manger? Totalement. Je dirais liberté et sérénité. Aujourd'hui, je me sens vraiment libre avec mon alimentation. Et je me suis jamais sentie aussi libre de toute ma vie, en fait. Donc vraiment, je le ressens au quotidien, je le ressens parce que je me pose plus de questions, parce que j'ai tellement vécu les obsessions alimentaires. Je pense que c'est aussi ce que tu as vécu. Et clairement, le jour où tu arrives à t'en libérer, mais ce sentiment de liberté, il est incroyable. Génial, génial. Effectivement, je Donc je suis partage libre, je suis sereine. cette expérience. Et justement, dans ton chemin de guérison, tu as l'impression que c'est quoi le truc qui t'a le plus aidé? Et Euh, Il y a plein de choses qui m'ont aidée. Il y a plein de choses qui m'ont aidée, mais je pense que la première chose qui vraiment est venue me bousculer, c'est la déconstruction de pourquoi je fais ça. Pourquoi j'ai à tout prix envie de maigrir. Pourquoi je mets autant, encore une fois, c'est cette question d'énergie, pourquoi je mets autant d'énergie, de temps, d'argent à vouloir changer mon corps. Pourquoi je m'endors le soir avec la faim au ventre. Pourquoi je fais des cauchemars la nuit en pensant à la nourriture. Pourquoi je me lève le matin en pensant à quoi je vais manger. Pourquoi je pense à ça toute la journée en fait. Et le jour où tu as je me trouvé une suis réponse? dit, le jour où je me suis dit que vraiment je n'avais pas besoin de mettre autant d'énergie, j'avais pas besoin de changer mon corps de quelconque manière, j'avais de la valeur et que ma valeur elle ne s'attachait pas qu'à mon corps, qu'à mon apparence physique. Ça m'a totalement fait lâcher prise sur ces questions, justement. J'ai plus besoin de changer mon corps, j'ai plus besoin de limiter mon alimentation, j'ai plus besoin de tout ça parce que mon corps n'est pas représentatif de ma valeur. Génial, génial. Trop chouette. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as l'impression de devoir répéter méga souvent avec les gens qui te demandent de l'aide par rapport à cette thématique de l'alimentation? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent un peu chez tout le monde? Tellement. Il y en a un, c'est d'arrêter de se restreindre de quelconque manière Mm. pour réussir à faire la paix avec l'alimentation. Et le truc, c'est que ce conseil-là, c'est pas un conseil qu'on a envie d'entendre. Quand on est dans la maladie ou quand on est dans la guerre avec l'alimentation, on n'a pas du tout envie de l'entendre. Et moi, la première, je n'avais pas envie de l'entendre. Le truc, c'est que c'est un conseil que je donne souvent et que je dois répéter souvent, mais même aux mêmes personnes. Donc, c'est-à-dire que je le répète à déjà plusieurs milliers de personnes, mais en plus, je dois le répéter plusieurs fois à chaque personne que j'accompagne, par exemple, parce que c'est quelque chose qui ne veut pas rentrer instinctivement. C'est un peu contre-intuitif de se dire, mais non, moi, ce que je veux, c'est faire la paix avec l'alimentation, il faut que je contrôle encore plus, je suis hors de contrôle. Alors qu'en fait, plus on veut contrôler l'alimentation, plus c'est elle qui nous contrôle. Et c'est ça le truc qui est complètement contre-intuitif dans justement cette pacification, comme tu dis, avec l'alimentation.
Ouais, c'est hyper juste, c'est hyper paradoxal. Et enfin, ouais, enfin, toi, tu es passé par là et je suis passé par là aussi. Et je me souviens que dans ma période où j'ai lâché prise, il y a plein de moments où j'avais des doutes qui étaient mais énormes, où j'étais, ah, mais en fait, peut-être que c'est n'importe quoi, et ils sont complètement dingues. Et il y a des moments où d'un coup, je prenais conscience effectivement du problème et j'en revenais. Et c'est pour ça que quand j'accompagne des personnes, souvent, j'essaie de leur expliquer que l'amélioration, elle est cyclique dans le sens où en fait, tu prends conscience de la nécessité de lâcher prise, d'aligner, etc. Et ensuite, tu retombes, tu as des doutes, et c'est vraiment une boucle comme ça. Donc, c'est pas linéaire. Et le bien-être, l'amélioration et la libération, elle n'est pas linéaire, elle n'est pas du jour au lendemain, mais elle est vraiment dans cette forme de boucle. Et c'est important de déculpabiliser et d'être aussi dans une démarche de bienveillance par rapport à soi. Parce que je vois que des fois, les gens qui ont compris qu'il fallait lâcher prise et sortir du contrôle euh, Mm. veulent appliquer ça, mais avec une forme de contrôle. Genre, ouais, maintenant, j'arrête la restriction et je m'empêche d'avoir toute pensée restrictive et c'est terminé. Puis, je suis là, en fait, oui, le fond est bon, mais sur la manière de le faire, en fait, des pensées restrictives, moi, j'en ai encore aujourd'hui. Je ne sais pas ce que c'est ton expérience par rapport à ça, mais il m'arrive encore souvent d'avoir des pensées de calories, de contrôle, etc. Et quand je les ai, en fait, c'est juste que je les laisse passer et qu'elles n'ont aucune prise sur moi et que c'est pas grave, c'est juste des réminiscences des années de régime que j'ai faites et il me suffit juste de ne pas les écouter en fait. Exactement. Bah, ça a été l'objet d'une vidéo récemment que j'ai faite en disant que j'avais de nouveau eu des restrictions et que la grosse différence avec avant, c'est que aujourd'hui, je prenais conscience de ces restrictions et je les laissais passer. Exactement comme ce que tu viens de dire, je les laisse passer, je les écoute plus, elles ne font plus partie des choses qui me guident au quotidien. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à garder la paix. Mais en fait, c'est hyper vrai ce que tu dis, cette histoire de cycle, parce que en fait, quand on a passé des années à se restreindre, quand on a passé des années à vouloir changer son corps, à intégrer des croyances sur son alimentation, sur son corps, sur son sport, sur tout ça, forcément, ça revient parce que c'est notre zone de confort, entre guillemets, c'est ce qu'on connaît le mieux. C'est ce qui nous a guidés pendant très longtemps. Donc forcément, quand on a des doutes, quand on a des périodes un peu plus compliquées, c'est vers ça que notre cerveau va se diriger en premier. La clé, c'est justement d'en prendre conscience, de ne pas s'identifier à ces pensées-là et de les laisser s'estomper aussi vite qu'elles sont venues. Comme n'importe quelle pensée, comme n'importe quelle émotion, elles ne sont pas nous. Et quand on les accueille, elles sont passagères. J'ai l'impression de m'entendre parler. C'est hyper juste, je suis vraiment d'accord avec toi. Et ma question est une question que je me pose assez régulièrement. Bah, en fait, depuis que je suis conscient de cette problématique des troubles alimentaires, honnêtement, quand je regarde autour de moi, par exemple à la salle de fit, ou dans mes amis, ou dans les connaissances que j'ai, quand je vois les gens qui parlent de leur rapport à la nourriture et de leur rapport au corps, bah, dans l'immense majorité des cas, je me dis, mais il y a un souci. Enfin, je pense que vraiment, dans ma vision des choses, il y a vraiment C'est une vrai. majorité de la population qui est en conflit avec son corps et qui est en conflit avec la nourriture. Et je pense vraiment que ça concerne, je sais pas, une grande, grande proportion de la population. Pourtant, il y a seulement une minorité de gens qui prennent d'abord conscience du problème et qui cherchent à le résoudre et à aller mieux par rapport à ça et à régler ce conflit intérieur. Est-ce que tu sais pourquoi? Pourquoi la majorité des personnes sont en conflit avec leur corps, en conflit avec leur alimentation? Je pense que euh, on baigne un peu dans une société où l'apparence prend le dessus. Après, j'aime pas trop mettre la faute sur la société parce qu'on est la société. Donc, c'est à nous de changer les choses si on a envie de les changer. C'est à nous de prendre conscience de ce qui nous entoure et voilà, de guider les gens vers un meilleur chemin, de prendre conscience, de se déconstruire. C'est nous qui sommes maîtres de tout ça. Mais on ne peut pas nier le fait qu'on baigne dans une société qui valorise la minceur, qui valorise les régimes, c'est ce qu'on appelle la diet culture dans le domaine. et, et en fait, le truc, c'est que du coup, quand on grandit avec ces notions-là, de tu devras absolument ressembler à ça pour avoir de la valeur, tu devras absolument ressembler à ça pour être heureux, pour te faire confiance, on a l'impression que c'est ça qui va dicter notre confiance en nous, notre valeur, notre niveau social aussi. Et donc, tout ça, on a l'impression que c'est la priorité. Alors que quand on commence à déconstruire ces pensées-là,
on se rend compte qu'on est complètement à côté de la plaque et que en fait, c'est pas changer notre corps qui va nous permettre d'augmenter notre niveau social ou n'importe quel autre domaine de notre vie, la confiance en soi, etc. Donc oui, il y a une part de société, je pense, qui implique ce problème-là. Après, je suis très d'accord avec toi dans le côté, beaucoup de gens qui nous entourent ont des problèmes au niveau de leur corps, de leur alimentation. Après, est-ce que ça s'appelle vraiment des troubles du comportement alimentaire? Je sais pas. Par contre, vraiment des alimentations troublées ou des pensées restrictives ou une non-acceptation de son corps, de la haine envers soi, j'en ai par dizaines autour de moi, et même des personnes âgées qui auront passé toute leur vie à se détester, à détester la nourriture, à être en conflit, à être en guerre. Donc je pense que c'est important de faire ce travail qu'on fait toi et moi, d'éduquer à ce sujet-là, de prendre conscience à ce sujet-là, de partager nos expériences surtout pour montrer qu'il y a un autre chemin qui est possible, quoi. Je suis hyper d'accord. Je suis hyper d'accord. Et en parallèle de ton rapport à l'alimentation, quand tu étais dans ce processus de guérison, est-ce que tu as observé d'autres changements dans ta vie en dehors de ton corps et de ton rapport à la nourriture? En fait, le jour où j'ai commencé à déconstruire les choses, ce mot déconstruction est apparu partout dans ma vie. J'ai déconstruit mes envies pour ma carrière professionnelle. J'ai déconstruit mes envies pour mon couple. J'ai déconstruit le sexisme ambiant qu'il y avait autour de moi et même dans ma propre tête. J'ai déconstruit du coup cette diet culture qui m'entourait, dont je faisais clairement partie. J'ai déconstruit plein de choses. Et en fait, cette déconstruction, ça a vraiment été mon maître mot de l'année 2018. Pendant un an, j'ai tout remis en question. J'ai absolument tout remis en question. Parce que là, je me suis dit, ok, je suis dans un cercle vicieux envers mon corps, envers mon alimentation. On m'a tellement guidée sur un chemin qui n'était pas le mien et qui n'était pas mon bonheur, qui n'était pas ma santé, qui me ressemblait pas finalement, que j'ai commencé vraiment à tout remettre en question. Et ça a été une année lourde en émotions, mais qui vaut le coup parce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sur mon chemin. Du coup, j'ai commencé aussi à me lancer sur Instagram, sur YouTube, et ça a été vraiment un beau cheminement depuis, quoi. Donc, concrètement, oui, il y a plein de choses qui ont changé depuis ma guérison, puisque on peut pas se mentir, je suis devenue entrepreneur entre-temps, et ça change absolument toute une vie, quoi. Rien que ça. Parmi tant d'autres changements, évidemment. Juste, effectivement. Et toi, du coup, ça a donné quoi quand t'as changé parce que j'imagine que tu as un peu un parcours similaire à moi. Est-ce qu'il y a plein d'autres choses qui ont changé ou pas du Ouais, tout? je me retrouve beaucoup là-dedans. En fait, je me suis, j'ai le sentiment que le fait d'avoir eu besoin de régler ce conflit qui était né avec la nourriture et avec mon corps a commencé par ça, et c'est comme une onde sur l'eau, et ça fait des petites vagues. Alors au début, c'est le corps et la nourriture, et ensuite les vagues s'étendent, et je suis encore, et je pense que ça dure toute la vie, dans ce travail en fait et vraiment, pour moi, le mot qui est central, c'est le mot de l'acceptation. Et du coup, au début, c'était d'accepter la nourriture, d'accepter mon corps. Maintenant, je suis dans des notions où je suis là, genre, tu vois, de faire la paix et d'accepter l'impermanence. On a envie Ah, que les choses soient là et que les choses ne bougent pas. En fait, tout ce qui ne bouge pas est mort. Et la vie est mouvement. Et on peut devenir aigri et très très malheureux si on n'accepte pas ça. Et si on ne pacifie pas notre rapport à l'impermanence, parfois les gens sont là, parfois les choses sont là, parfois les situations sont là, et parfois elles disparaissent. Et c'est même souvent comme ça. Et du coup, j'ai le sentiment, là j'ai 24 ans, que si j'ai envie que les années qui sont devant moi soient plus épanouies, moins souffrantes, et surtout que je me dirige vers ce qui est important et que je souffre pour les bonnes raisons, comme on en parlait en introduction, il me faut faire la paix avec l'imperméabilité. Non, c'est hyper joli de le dire comme ça dans une vidéo. Dans la réalité et dans l'expérimentation quotidienne, c'est un autre délire. Et heureusement que j'ai Dalida et voilà un petit peu complètement. ce qui a changé de mon côté par rapport à la Mais nourriture. c'est drôle que tu parles d'impermanence et de lâcher prise parce que c'est clairement deux mots qui guident aussi ma vie depuis quelques années maintenant. L'impermanence, c'est beaucoup plus récent pour le coup, mais le lâcher prise, au-delà de lâcher prise sur mon alimentation, ça a été un peu pareil. J'ai lâché prise d'abord sur l'alimentation, après sur mon corps, après sur le sport. Et après, en fait,
dans ma vie en général, quoi. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de pression que je me mettais à moi-même, beaucoup d'exigences envers moi-même. Et ce lâcher-prise que j'ai commencé à développer dans mon alimentation, il m'a permis vraiment de mieux savourer la vie à tous les niveaux, en fait. De mieux lâcher prise dans les choses que je ne contrôlais pas. Parce que je pense que c'est assez commun à toutes les personnes qui veulent contrôler leur alimentation, c'est qu'avant tout, on veut contrôler des choses incontrôlables dans notre vie. Les émotions des autres, nos propres émotions. Je sais pas, moi, le métro qui s'arrête pas au bon moment, etc. Et du coup, on est en permanence en pression, en fait. On est en permanence en train d'essayer de tenir plein de choses qui sont finalement pas contrôlables, quoi. Et c'est juste épuisant. Épuisant. Et je pense que, ouais, cette notion de lâcher prise, comme tu dis, maintenant, tu me fais réaliser que je l'ai étendue à tous les autres domaines de ma vie et que du coup, c'est hyper bénéfique, juste pour apprécier la vie, quoi. Ouais, effectivement, je me retrouve beaucoup là-dedans et je trouve que le terme que tu utilises de savourer, il est hyper juste. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que quand j'étais dans mon processus de guérison, ce que je voyais comme bénéfice, c'était du coup, je serais plus en conflit avec la nourriture, du coup, j'aurais plus besoin de me prendre la tête avant d'aller au resto, du coup, je pourrais aller à un apéro sans avoir à appréhender le fait qu'il puisse y avoir de la nourriture, que j'ai pas le droit. Enfin, toutes ces choses, je pensais que c'était ça. Et je trouvais déjà que c'était génial comme bénéfice, en fait, de régler ça. Puis en fait, je me suis rendu compte que le bénéfice principal et celui qui aujourd'hui m'apporte le plus, au-delà du fait qu'effectivement, j'ai plus besoin de mentaliser mon alimentation et que ça, c'est une paix qui est incroyable, au-delà du fait que j'éprouve du plaisir à manger de tout le temps et que c'est génial et que j'adore la bouffe et que je trouve que c'est un plaisir qui est incroyable. Et au-delà du fait que mon poids s'est stabilisé et redescendu après le chaos alimentaire dans lequel j'ai été, pendant lequel j'avais pris 15 kilos, et que finalement je les ai reperdus, mais sans m'en rendre compte et sans avoir à mentaliser ça. Puis finalement, cette perte de poids, évidemment qu'elle me fait plaisir dans le sens où c'est plus agréable dans le sens esthétique. Enfin, j'ai l'impression que mon corps esthétiquement me plaît un petit peu plus, mais en fait, ça n'a plus aucune prise sur l'estime que je me porte à moi-même et que je fasse 15 kilos de plus ou 15 kilos de moins. C'est juste moi et j'accepte. Et finalement, voilà, ça, c'est les bénéfices que j'imaginais. Mais en fait, le plus grand bénéfice qui est ressorti de la pacification alimentaire, c'est le fait d'avoir laissé de la place dans ma tête pour les choses qui sont importantes. Et j'ai pu me demander, mais qu'est-ce que j'ai envie? En fait, je suis né et je vais mourir, et entre les deux, il y a quelques années qui s'écoulent. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce temps? Et qu'est-ce qui est important pour moi? Et quelles sont mes valeurs? Et en vrai, c'est des questions qui sont primordiales, qui nécessitent beaucoup d'énergie, qui ne sont pas faciles à aborder. Et je pense, c'est une hypothèse, que peut-être des fois, on met beaucoup d'énergie et de volonté de contrôle dans l'alimentation parce que ça crée comme un paravent qui cache les vrais questionnements, les vraies angoisses qu'on a et qui sont liées à notre être profond, et que parfois, si on veut accéder à à la racine de nos souffrances et à la racine de nos angoisses, on a besoin d'enlever ce voile et de se rendre compte que la bouffe et notre corps n'a jamais été le problème, que ça n'a jamais eu aucune incidence sur nous, qu'en vérité, c'est une mission beaucoup plus grande qui nous attend. Complètement. Amen. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, vraiment, c'est fou parce que cette question de se laisser l'énergie de penser aux vraies questions, de se laisser le temps de vraiment penser à soi, de vraiment se poser des questions sur qui on est, sur quelles sont nos valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans cette vie, qui est-ce que j'ai envie d'être. Elles sont tellement plus profondes que juste toutes les questions qu'on s'est posées pendant qu'on était en guerre avec notre alimentation, qu'effectivement, elles font peur. Et je pense qu'il y a plein d'autres mécanismes de défense qui rentrent en jeu. Par exemple, moi, j'avais pendant un moment, et je pense peut-être encore que j'ai quelques bribes de ça, une forte addiction aux réseaux sociaux. Et clairement, c'est très lié. Quand on est sur un réseau social, pourquoi? Parce qu'on évite la solitude. On évite le moment où on va rester seul face à nos propres questions, face à nos propres angoisses, face à nos propres doutes, face à nos propres peurs. Et c'est exactement ce que tu dis avec l'alimentation, en fait. C'est très certainement un paravent, comme tu l'as si bien dit, par rapport à des vrais questionnements qui nous font peur. Et je pense que c'est le cas de beaucoup d'addictions ou de beaucoup d'autres troubles, en fait. Génial. Bon, j'ai rien à ajouter. Et j'en profite pour rebondir sur ma prochaine question, qui est: est-ce que tu penses, après tout ce parcours,
que le mental a toujours sa place dans nos choix alimentaires? Et est-ce que tu as le sentiment d'utiliser ton mental pour faire tes choix dans ton alimentation? Et si oui, comment? Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai une alimentation qui est assez consciente, on va dire, en termes d'environnement, en termes de valeurs qui me touchent. Par exemple, je suis toujours végétarienne aujourd'hui, avec des tendances un peu plus flexi qu'avant. Mais il va y avoir des semaines où je vais être totalement végétalienne. J'ai des choix aujourd'hui qui sont portés aussi parfois vers ma santé, parfois vers comment j'ai envie de me sentir après manger. Mais tout ça, en fait, c'est des choix qui sont dictés par l'amour et plus par la peur, en fait. C'est des choix qui sont dictés par je m'aime, donc je veux me faire du bien, donc je veux faire du bien à mon corps, donc je veux faire du bien à la planète, et non plus je ne m'aime pas, donc il faut que je mange comme ceci, parce qu'il faut que je change mon corps, parce qu'il faut que mon corps ressemble à ceci, parce qu'il faut que machin. Et en fait, c'est un processus mental qui est complètement différent d'avant. Et les gens qui atterriraient sur cette vidéo et qui se diraient oui, mais du coup, elle est toujours dans le contrôle de son alimentation. En fait, non. Non, parce que j'ai l'autorisation inconditionnelle de faire ce que je veux avec mon alimentation. J'ai l'autorisation, j'ai l'abondance, j'ai l'état d'esprit d'abondance, mais je fais encore aujourd'hui des choix conscients avec mon mental, du coup, pour mon corps, pour mes valeurs, pour moi, et plus contre moi. Franchement, j'ai rien à ajouter. C'est exactement ce que je dis et ce que je pense. La difficulté, je trouve, c'est que, tu vois, c'est assez subtil, en fait. Et cette subtilité, des fois, elle est difficile à expliquer pour quelqu'un qui rentre dans le processus de guérison. Et c'est pour ça que parfois, je fais le choix, dans le processus de guérison, en essayant de me remettre dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, d'être beaucoup plus radical en disant, genre, pendant la période, faut tout lâcher. Ouais, c'est ça. Faut l'oublier, tout lâcher. Et quand la relation sera apaisée, quand on aura véritablement fait cette autorisation totale et complète, ce sera possible de remettre, entre guillemets, des bonnes habitudes et de faire des choix d'amour et pas de peur. C'est ça. Et ce choix d'amour et de peur, c'est vraiment un truc qui est au-delà de la nourriture, je trouve, mais qui est dans tout, en fait. Ah, mais totalement. Totalement, dans toutes les actions qu'on met en place chaque jour, nos choix, nos gestes, nos actes sont dictés par soit l'amour, soit la peur, mais comme tu dis, le moment de guérison, si tu penses à ça, tu auras forcément des restrictions qui seront dictées par la peur. Ouais. Parce que c'est sous-jacent, parce que c'est nos habitudes, parce que c'est ce à quoi on a l'habitude de penser en permanence. Et c'est pour moi impossible de guérir en pensant oui, mais je vais agir par amour. Non, parce que tu n'auras pas cette autorisation, je vais y arriver. Cette autorisation inconditionnelle, tu ne l'auras pas. Et donc, comme toi, moi, je la cache pendant quelques temps et après, seulement après avoir apaisé ces obsessions, après avoir apaisé ces envies alimentaires, après avoir apaisé tout le mental, justement, qui était vis-à-vis de l'alimentation, là et seulement là, on parle d'énergie d'amour, on parle de ce guide, en fait, qui peut de nouveau venir en conscience choisir notre alimentation, quoi. Tout à fait, je suis hyper d'accord. Et par rapport à cette question d'amour ou de peur, c'est pour ça que je trouve que un des exercices les plus importants, les plus intéressants, c'est d'être dans l'observation de ces dialogues internes. Et vraiment, je dis aux gens, mais c'est pas grave d'avoir des pensées restrictives, c'est pas grave. En fait, donnez-vous l'autorisation tout le temps, juste soyez conscient de la manière dont vous vous parlez à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se passe. Enfin, genre, vraiment, genre, on ne nous a pas appris à observer notre monde intérieur et à observer comment est-ce qu'on dialogue avec nous-mêmes. Puis en vérité, ça allait un peu loin, ça va être un peu de la digression, mais en fait, le monde, c'est une illusion dans le sens où on croit vivre dans le monde, mais on ne vit pas dans le monde. On vit dans notre représentation du monde, on vit dans nos croyances du monde, on vit dans la manière dont on se raconte l'histoire du monde, de notre monde intérieur. Donc le monde que tu as toi à l'intérieur de toi et le monde que moi j'ai à l'intérieur de moi sont extrêmement différents. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, je pense, qui vivent en enfer et d'autres qui vivent au paradis. Pourtant, la réalité qui est autour de nous, elle est la même pour tout le monde, mais notre manière d'interagir avec cette réalité, elle est… En fait, on ne peut pas… je veux dire, quand on voit quelque chose, un objet, on ne voit pas vraiment l'objet. Ce qu'on voit, c'est les stimuli qui sont envoyés dans notre globe oculaire, qui est par les nerfs sensitifs arrive dans notre cerveau. L'information est traitée et donc reforme
la représentation de cet objet et ensuite interprète l'objet souvent par sa fonction. Et c'est pour ça qu'on dit que la réalité, elle est subjective, parce que en fait, on ne voit que la fonction de l'objet, ce à quoi il sert, mais en fait, c'est extrêmement réducteur et l'objet est bien plus que ça. Alors, que dire des êtres humains et de la réalité? Mais je me rends compte que les gens, enfin, peut-être ça va un peu loin. Il faudrait que je revienne à mes questions. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que moi, je suis entièrement d'accord avec cette notion de perception, cette notion d'interprétation. Et c'est hyper intéressant aussi cette notion de dialogue intérieur parce que du coup, moi, j'accompagne beaucoup les femmes à s'aimer à travers des programmes en ligne. Et dans ceci, je suis obligée de parler de dialogue interne et de comment tu te parles au quotidien. Et le jour où tu arrives vraiment à changer ton dialogue intérieur, et juste à laisser passer les pensées qui sont pas forcément tous les jours positives. Encore une fois, cette notion d'impermanence, tu ne pourras pas tous les jours être hyper positif envers toi, être hyper en train de t'encourager tout le temps. Par contre, tu peux laisser passer les pensées qui sont négatives, qui te parlent mal, et changer le dialogue pour quelque chose de plus positif envers toi, de plus bienveillant envers toi. Et pour moi, c'est la base de se respecter en fait, juste se respecter. Et quand on commence à se respecter à tous les niveaux, ça permet vraiment de se parler correctement en fait et d'arrêter de se parler comme une pauvre merde parce qu'on ne parlerait jamais à quelqu'un d'autre comme on se parle à nous-mêmes. Et très souvent, on est très très dur, très sévère envers soi. C'est ça. On est nos pires tortionnaires. Complètement. Je suis hyper d'accord. Et la question que j'ai envie de te poser, si maintenant tu pouvais donner un conseil, un seul conseil à la Myriam d'il y a 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu lui dirais? La Myriam d'il y a 10 ans, elle vient tout juste d'avoir 14 ans. Elle rentre en seconde bientôt, donc je pense qu'elle passe son brevet des collèges en France. Okay. Et du coup, je pense que je lui dirais fais confiance à la vie apportera ce qu'il te faudra et fais-lui confiance. Laisse le flow être ce qu'il est et n'essaie pas de forcer les choses parce que très souvent j'ai été dans une pression constante à vouloir faire bien les choses, à refuser les choses qui étaient mises sur mon chemin, à dire que c'est injuste, à être beaucoup dans la colère. Alors qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus apaisée avec tout ça et je me rends compte que chaque chose qui tombe sur mon chemin est là pour une raison. Donc aujourd'hui, j'apprends à faire confiance en la vie. C'est encore en processus. Hein. Je suis encore très humble à ce niveau-là parce que c'est encore en processus. Mais j'apprends à faire confiance à tout ce qui arrive sur mon chemin. Génial, merci pour ta réponse. Et si tu pouvais choisir un mot maintenant pour te décrire? Un mot pour me décrire? Ouais, s'il y a un mot qui te correspond. Je trouve que c'est hyper complexe parce qu'un mot, c'est à la fois hyper réducteur. C'est hyper réducteur, ouais. Ou un mot que tu apprécies particulièrement et qui tu trouves te correspond. J'aime beaucoup le mot bienveillance parce qu'il fait vraiment partie de moi depuis quelques années maintenant. Et j'essaie vraiment de le mettre à l'épreuve tout le temps. Tout le temps. J'essaie de faire preuve de bienveillance envers moi, envers les autres, envers les personnes que j'aurais jugées à première vue. Et vraiment, depuis que je mets ça en place, je pense que j'ai décuplé ma bienveillance, non seulement envers moi, parce que j'ai changé ce dialogue intérieur, mais surtout envers les autres, que j'avais tendance à juger parce qu'ils n'avaient pas le même système de valeurs que moi, parce qu'ils n'avaient pas le même fonctionnement que moi, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes compétences que moi. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans cette notion de bienveillance ou alors de sororité. Je rencontre depuis quelques années la sororité dans mon quotidien. Je connais pas ça. La fraternité, c'est fraternité au féminin. D'accord. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je découvre parce que j'étais toujours en conflit avec les autres femmes. Toujours. Je les voyais comme de la concurrence et aujourd'hui, je les vois comme des sœurs. Donc, ce mot, il est vraiment très ancré en moi ces dernières années. Donc, bienveillance ou sororité. Génial. Il y en aura deux. Ouais, c'est OK. Pour cette fois, ça passe.
Et, euh, et ce serait quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur? Ouais. Je pense que ma plus grande peur, c'est de perdre les êtres chers que j'ai dans ma vie. J'ai une grosse peur de l'abandon aussi, sur laquelle je travaille depuis très longtemps. Je pense que j'ai une blessure de l'abandon si je lis Lise Bourbeau. et, et du coup, je travaille beaucoup dessus. Donc, c'est très lié en fait. Perdre les êtres chers et me faire abandonner, c'est très très lié. D'accord. D'accord. Et la dernière question que j'ai préparée dans mon document, qui est sur le futur. Comment est-ce que tu as une vision long terme? Et par long terme, j'entends à 25 ans. Où est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu vois les choses? Et qu'est-ce qui serait important pour toi? Dans quelle direction tu as envie d'aller dans le futur? Euh, Franchement, j'essaie beaucoup de planifier tout en restant au jour le jour. Donc, c'est assez complexe de me voir sur du très long terme. Euh, Après, moi, j'ai une vision très apaisée en fait. Je pense que j'ai une vision très chill. Je suis quelqu'un de très routinier. Donc, j'aime juste ma liberté. Je pense que je me visualise libre dans tous les sens du terme. Je me visualise en paix avec moi, avec les autres. J'aime beaucoup et de plus en plus, je suis très attirée par l'art dans tous les sens du terme aussi, dans tout ce qui est musique, dans tout ce qui est art créatif, donc peinture, aquarelle, etc. Et je me vois beaucoup passer beaucoup plus de temps à cet âge-là. Et faire beaucoup de yoga aussi, encore. Trop génial. Génial. Trop cool. Je suis désolé, tu m'as peut-être aperçu. Regardez à l'extérieur. En fait, juste devant moi, j'ai la baie vitrée. Et genre, je suis à Lausanne en Suisse. Et là, il y a genre la tempête, genre de fou, où j'ai C'est l'impression que vrai. genre le mur va se décrocher. Et du coup, je suis là, oui, oui, oui. Genre, oui, 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 oui. Je pars avec mon ordi, je suis là. C'est fou parce que moi, il fait pas si moche que ça. Je suis aussi devant la fenêtre et tout est nickel. Enfin, il y a un peu de grisaille, mais tout est calme. Toi, t'es où? Je suis à Lyon. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est pas si loin que ça, hein. Ouais, complètement, ouais. Complètement. Et pourtant, il n'y a Déjà venu en Suisse? pas du tout. Non, pas encore. Pas Oh, encore. ok, t'as jamais vu le Je lac suis... Léman? Non, je suis pas à Lyon depuis longtemps. Du coup, c'est assez récent. Et j'avais bien l'intention d'aller en Suisse jusqu'à ce que Covid arrive. Bon, génial. Bah écoute, en Donc, tout cas, j'attends. si tu passes par là, chez moi, c'est chez toi. Tu es évidemment la Oh, bienvenue. avec grand plaisir. Donc, n'hésite pas, ce sera un Merci beaucoup. plaisir. Et C'est trop si gentil. du coup, les gens qui sont encore là dans la vidéo, cette petite minorité qui nous a écoutés, a envie de nous poser des questions, si tu es d'accord, ils peuvent le mettre en commentaire. Bien sûr. Et puis bah, si on se rencontre, qu'on a l'occasion, on pourra, si ça te dit, refaire une vidéo pour répondre éventuellement à ces questions auxquelles peut-être on n'a pas abordé aujourd'hui. Trop chouette, avec grand plaisir. Trop cool. En tout cas, j'ai eu un immense plaisir à discuter avec toi. C'était vraiment une joie. J'ai vu beaucoup de tes vidéos. Ça fait un moment que je te suis. Et là, de pouvoir discuter avec toi en live, c'était vraiment plaisant. Et il y a eu beaucoup d'échos. Donc, merci d'avoir pris le temps. Et j'espère que ça apportera de la valeur aux personnes qui nous ont écoutés. Bah, merci à toi encore une fois, merci de m'avoir invité. Je trouve que tes mots sont toujours hyper impactants, donc je suis vraiment ravie d'avoir échangé avec toi. Merci Myriam. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. Si vous êtes encore là, c'est probablement parce que le contenu vous a intéressé. On serait ravis d'avoir votre feedback en commentaire. Vous trouverez évidemment tous les liens vers le contenu de Myriam en dessous de la vidéo. J'en profite pour vous dire que vous avez encore la possibilité de demander un bilan 100% gratuit. Concrètement, il s'agit d'un appel téléphonique avec moi durant lequel on pourra faire le point sur votre relation à la nourriture et mettre le doigt sur les blocages qui vous empêchent de faire la paix avec votre corps. Si vous souhaitez recevoir votre accès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous de la vidéo. Dans tous les cas, on vous remercie pour votre attention.